Bonjour à tous, bienvenue au Nikon Plaza. On est ravis d'accueillir Ghislain Simard ce soir pour que tu nous parles de ton travail qui est disponible en exposition à partir de cette semaine au Nikon Plaza. On va bien évidemment parler de papillons, on va parler de Noct notamment, puisque c'est une optique que tu as découvert et qui te permet de réaliser des choses que tu ne soupçonnais pas au préalable. Et puis on va aussi parler du Z9, puisque le Z9 aujourd'hui te permet de réaliser des choses que tu ne pouvais pas faire avant, et ça a donc changé une partie de ton travail. Bienvenue. Bonjour à tous, j'espère aussi que j'arriverai à transmettre un petit peu de ma passion Écoute, pour les papillons et pour la photo. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. On va notamment présenter un peu de tes œuvres, puisque tu as pas mal de littérature, que ce soit des livres. Si tu peux nous en dire un petit mot déjà sur quelques livres que tu as réalisés. Je fais de la photo d'insectes en vol depuis très longtemps, donc j'ai fait des ouvrages maintenant qui sont assez anciens sur le vol des papillons, le vol des libellules. Donc mes deux premiers ouvrages étaient dédiés à ces deux insectes-là. Ouais. Et puis plus récemment, j'ai publié Speed Flyers en 2016, qui est un livre qui aborde plus la technique de vol que les différentes espèces d'insectes ont mis en œuvre grâce au miracle de l'évolution. Donc c'est un livre un peu plus généraliste sur l'ensemble des insectes. Et puis il y a des choses un peu plus pédagogiques aussi. Voilà, oui. Donc je fais aussi, donc là je collabore avec Erol pour rédiger des livres qui sont à la fois des livres sur la pratique photo et sur la maîtrise de la technique. Donc le dernier ouvrage est très orienté sur les appareils hybrides, dont on va beaucoup parler ce soir, je pense, qui ont quand même fait beaucoup évoluer la photographie. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Voilà. Également dans le domaine des parutions de type chasseur d'images, tu es pas mal intervenu depuis des années en plus. Je travaillais avec Natimage et surtout avec chasseur d'images depuis plus de 15 ans. Je publie tous les mois des articles dans Chasseur d'images. J'ai même la chance aujourd'hui, je dirais, d'avoir un petit peu carte blanche pour écrire un peu ce que je veux. Et donc, vous voyez ici quelques exemples d'articles qui sont parus en 2019. Donc, certains sur le Z9, plus technique, et puis d'autres articles comme celui-ci, plus axés sur la pratique photo. Et cet article-là est bien, je dirais, en phase avec ce dont on va parler aujourd'hui, parce que c'était un article consacré à la macro minimaliste. Et donc, on va voir que le rendu d'image, en particulier du Noct, permet à la fois de travailler le graphisme des images et puis de recentrer le regard sur ce qui est essentiel dans l'image. Et le rendu de cet objectif, c'est quelque chose d'extraordinaire dont on va pas mal parler. Oui, puis ça se ressent bien effectivement dans les images qu'on va voir. Et tu es même intervenu sur des choses qui sont a priori très très techniques, puisque là tu as parlé d'un des derniers firmware. Voilà, d'un des derniers firmware du Z9 qui a pas mal d'atouts en vidéo, mais c'est pas le sujet ce soir, mais qui, côté photographie, m'a apporté des choses qui font tomber certaines frontières techniques, notamment l'impossibilité avec le nouveau firmware de prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. J'ai expliqué ça tout à l'heure, mais pour ma pratique, c'est quelque chose de très sympathique. Bien évidemment, on va parler un petit peu de matos. En général, on parle plutôt d'image avant de parler de matériel, mais c'est vrai que le matériel aujourd'hui, dans ta pratique, il a été un peu une révolution. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec quoi tu travailles aujourd'hui? On en voit quelques-uns ici. J'ai récemment pas mal bouleversé, je dirais, ce qui se trouve dans mon fourre-tout. Ce sont les appareils hybrides qui ont révolutionné ça. Donc, côté boîtier, j'ai un Nikon Z7 II pour tous les usages où j'ai besoin de compacité.
Et puis là où j'ai besoin de performance, le Z9 écrasant toute la concurrence chez Nikon comme ailleurs. Ouais, quand tu parles de compacité pour un Z7 II, c'est par rapport à un Par rapport à un réflexe. encombrement ou par rapport à un poids que tu dois emmener dans des endroits C'est plus l'encombrement que le poids, parce que comme j'utilise comme des optiques assez exclusives, elles sont lourdes. Ouais. Donc le poids du boîtier est des fois un peu secondaire. Mais par contre, quand on fait de la macro, des fois on a besoin par exemple d'être au ras du sol. Et un boîtier très compact, ça a quand même des avantages. Ouais. Alors les optiques, justement, certaines sont lourdes, d'autres le sont un peu moins. Oui, il y a certaines d'ailleurs dont la qualité c'est la légèreté. Donc c'est le cas de l'objectif qu'on voit à l'extrême droite de l'image, c'est le nouveau 400 mm f4.5. Hyper léger. Ouais, il est hyper léger, on l'oublie au fond du sac. Et pour moi, c'est une optique qui est très intéressante dès que je photographie des insectes qui n'apprécient pas d'être trop près du photographe. Donc un 400 mm comme ça, utilisé à courte distance, il permet quand même de cadrer assez serré. Je n'utilise jamais d'accessoires particuliers pour cadrer encore plus serré. Mais à 2 mètres 50 ou 3 mètres Donc de là, distance. on n'est plus dans la macro, C'est de la mais proxy-photo. dans la proxy photo. Ouais. Voilà, oui. Mais un 400 mm qui pèse à peine plus d'1 kilo, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On dirait qu'il est plus lourd que celui qui est juste à sa gauche. Pourtant, celui qui est à sa gauche pèse le double. Exactement. Oui. Donc en fait, c'est un bloc de verre, le Nocticore. Ouais, on va en parler un petit peu. Donc du Noct. Et puis tu as aussi le 105. Le 105 qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça mon objectif standard, c'est l'objectif le plus polyvalent par rapport au sujet sur lequel je travaille. Sa première qualité, et je ne pensais pas que c'était possible d'améliorer les micro-Nikkor. Les modèles d'avant étaient déjà très performants en termes de piqué. Mais là, on a passé encore un cran dessus. Le piqué de cet objectif-là est fantastique, et y compris quand on l'utilise à pleine ouverture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin du tout de diaphragmer pour avoir du piqué. Le piqué, en fait, va être excellent dès la pleine ouverture, et il finit par se dégrader à cause de la diffraction, si on ferme beaucoup le diaphragme. Quand on ferme, en fait, J'hésite pas à utiliser le 105 à f2.8 pour faire là aussi des images où j'essaye de travailler le graphisme de mes photos. L'éclairage a été très très important pour toi pour des raisons techniques. Oui. Elles le sont moins d'un point de vue technique, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Là, on voit surtout du matériel Nikon, mais tu as aussi d'autres types de flash. Oui, en fait, le flash a été... Bon, il est moins aujourd'hui. Il était très important pour un des points qui est fondamental pour la photo d'insectes en vol, c'est qu'on a des difficultés pour figer les mouvements. Parce que les mouvements sont très rapides, et en plus, comme mon cadre serré, le sujet traverse le champ en quelques centièmes de seconde. Donc l'éclair du flash est intéressant pour figer les mouvements, parce que les obturateurs mécaniques, je dis bien mécaniques, sont limités à un millième de seconde, et les flashs permettaient d'aller à un 20 millième, à 30 millième de seconde. Aujourd'hui, on a d'autres solutions, on va en parler. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de flash jusqu'à récemment dans mes photos. Alors, on va revenir sur une optique particulière qui est le Noct. Aujourd'hui, l'exposition qu'on présente au Nikon Plaza, la majorité des images en fait, ont été réalisées avec le Noct. Toutes les photos. Donc, tu vas nous en parler un petit peu, à la fois d'un point de vue de skill technique, mais surtout de la manière dont tu construis tes images avec ce Noct, en gérant les premiers plans, les avant-plans, et comment la matière en fait est présente sans être totalement visible. Oui, en fait, le Noct, c'est un objectif qui est techniquement unique. C'est que Nikon a réussi à faire un objectif qui est un très courté l'objectif, parce que c'est un 50 mm, c'est pas un 50 mm, donc ça, il cadre quand même un peu plus serré qu'un 50 mm à courte distance. Mais il a aussi il a deux qualités. Il a une qualité liée au piqué, c'est-à-dire qu'à f0.95, le piqué est déjà excellent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dans le plan net qui est très étroit quand on a courte distance et à pleine ouverture, évidemment, à f0.95, on a un piqué excellent, mais on a aussi un rendu des flous qui est unique, et qui me permet en fait comme on voit sur cette image-là, de travailler avec des cadrages très larges. Vous voyez que le papillon, il prend pas beaucoup de place dans l'image, et j'arrive à avoir un rendu
de ce qui se trouve autour de papillons, avec des flous très subtils. Quand on travaille ici comme ici avec un contre-jour, on arrive à jouer avec la lumière de manière à créer une image qui... Alors, je ne sais pas si ça ressemble à ce que ferait un peintre impressionniste. Ou, Il y a l'impressionnisme, oui, bien sûr. Ouais. C'est des images qu'on ne pourrait pas créer avec une autre optique. Et vous voyez, c'est cette image ici, il illustre bien. C'est une image faite au début du printemps dans un noisetier. Il faut savoir que toute la partie qui est en bas à gauche de l'image, elle est constituée de branches ou de fruits qui sont en fait à l'avant du plan, entre l'objectif et le sujet, donc ils sont en avant-plan, mais ils sont à 10 cm devant. Et ils sont complètement flous, mais ils apportent une douceur dans l'image qui participe à cette construction graphique d'un rendu qui est différent. Donc sur l'image suivante, donc cette fois-ci, on rentre dans la photo de papillon. Donc c'est la photo d'une diane qui est photographiée là encore en plan large. Et si on regarde bien l'image, en fait, on voit plein de petites stries verticales qui donnent un effet graphique dans toute la partie supérieure de l'image. En fait, ce sont des tiges qui là aussi sont entre le papillon et l'appareil photo. C'est-à-dire que si elles étaient à l'arrière-plan, elles n'auraient pas du tout cet aspect-là. Elles auraient un aspect plus traditionnel d'un arrière-plan flou, alors que quand on est dans l'avant-plan, on crée plutôt de la structure dans l'image. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ce qui est dans l'avant-plan. Par contre, ça fabrique une structure dans l'image, ça décompose l'image. Et ça, c'est une spécificité de ce que tu as pu découvrir toi, du Noct, ou c'est des choses que tu as aussi pu utiliser sur un 200 mm ou sur... Ça donne des effets à peu près similaires. On retrouve un peu l'effet similaire avec des optiques assez lumineuses du style 400 mm f2.8 ou 200 mm f2. On a un peu le même effet, mais il faut mettre plus de distance entre les éléments dans le champ. C'est-à-dire qu'avec un 400 f2.8, on va avoir le même effet si on met des tiges entre le photographe et le sujet, mais si les tiges sont quand même peut-être à 2 mètres du sujet. Alors qu'avec le Noct, les herbes qu'on voit ici, elles sont à 10 ou 15 cm du sujet. D'accord. On arrive à travailler sur des choses plus compactes avec le Noct. C'est pour ça que le rendu est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'un 400 f2.8, c'est super. J'aimerais bien en avoir un autre. Mais ça n'a pas le rendu unique du Noct qui permet en fait d'avoir ce rendu-là aussi. Et on le voit aussi sur cette image-là. C'est que le Noct, c'est pas un téléobjectif. Il a un peu quelque part un rendu qui ressemble à s'y méprendre à un téléobjectif, mais l'angle de champ, c'est celui d'un objectif standard. Donc l'arrière-plan est vaste. On a un angle de champ assez large, ce qui fait qu'on englobe beaucoup de choses dans l'arrière-plan, tout en ayant cet arrière-plan très flou. Donc ça permet finalement d'avoir finalement des photographies où on comprend mieux, on arrive à mieux lire finalement le paysage dans lequel, le mini-paysage dans lequel on se trouve. Tu contextualises davantage en fait l'environnement dans lequel est le sujet. Alors qu'un 400 mm qui va complètement compresser la perspective va faire que l'arrière-plan va être très vite complètement uni. Et en fait, on isole le sujet dans un bokeh qui peut être beau, mais qui est isolé, on ne comprend pas où se trouve le sujet. Alors qu'avec un 50 mm, c'est Robert Capa qui disait si la photographie est pas assez bien, c'est qu'on n'est pas assez près. Mais avec un Noct, on est très près. Avec un Noct, quand je fais des photographies en gros plan comme ça, le sujet est à 25 ou 30 cm de la lentille frontale. Donc je suis dans la scène. Et c'est ça qui crée aussi ces ambiances, comme on voit ici, avec beaucoup de flou, mais on comprend finalement ce qu'il y a autour du sujet. Et c'est cette subtilité du Noct, un mélange de flou, de cadrage assez large, de solutions aussi, parce qu'on a très peu de choses nettes, on guide quand même le regard vers ce qui est important dans l'image, tout en laissant comprendre finalement où se trouve le sujet, quelle est l'ambiance qu'il y a autour de lui, quel est le mini-paysage, quel est le mini-paysage dans lequel le sujet évolue. Et cette alchimie qui se compose de plein de choses différentes, d'un angle de champ large, d'une profondeur de champ extrêmement courte, d'un piqué exceptionnel, et puis d'un rendu des flous uniques, qui fait que j'aurais jamais dû essayer le Noct parce que je suis tombé amoureux dès que j'ai vu ce rendu-là. Et je me suis dit, il y a un travail à faire. Les insectes que je préfère, ce sont les papillons. Replongeons-nous dans l'univers des papillons avec le Noct. Et c'est cette idée-là qui a construit tout ce qu'on voit ce soir. On va en voir beaucoup des papillons. Tu as une organisation de travail qui est très très particulière, qui est très très pointue. Oui. Tu laisses peu de choses au hasard et tu as carrément construit des choses qui te sont propres. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on voit là, qui paraît très très technique, qui finalement
même si ça l'est, ça te sert énormément, toi, dans ton travail. Et alors, c'est vrai que c'est assez technique et il faut quand même un certain nombre d'années pour maîtriser ce type d'outil qui permet finalement de bien maîtriser l'instant où on va prendre la photo en fait. Parce que la difficulté avec les insectes en vol, c'est de déclencher l'appareil au bon moment, c'est une des difficultés. Avec l'autre Alors, difficulté. qu'est-ce qu'on voit là, du coup? Donc en fait, ce qu'on voit, le grand 4 qui est en haut à gauche, Ici. c'est un banc optique qui supporte deux miroirs et une diode laser. Mhm. Donc c'est un banc optique qui permet en fait de fabriquer avec un rayon laser un plan dans lequel finalement on a un rayon laser qui fait des allers-retours. Et si on coupe ce rayon laser-là, il y a un boîtier électronique qui est en dessous de l'image, qui va détecter finalement que le laser est coupé et il va générer un signal de déclenchement qu'on transmet au boîtier via je crois le câble qui s'appelle MC22, je crois, Tout à fait, ça la référence, qui me permet finalement via la prise d'ibroche du Nikon Z9 d'envoyer le signal de déclenchement à l'appareil au bon moment. Voilà. D'accord, donc en fait, tu laisses le papillon se déclencher le moment en fait, où il va passer dans la barrière. Oui, en fait, ce sont des autoportraits, des photos qui sont prises avec parce que je ne fais rien, une fois que c'est tout installé, que j'ai mis quelques flashs pour recréer une belle lumière naturelle. C'est peut-être pas si c'est facile que ça d'ailleurs. Bon, alors tu pousses les choses quand même assez loin parce que tu vas jusqu'à créer toi-même tes boîtiers pour pouvoir accueillir toute ton électronique. Donc là, oui. C'est une imprimante 3D, c'est ça? Oui, en fait, c'est une imprimante 3D, donc c'est très utile pour fabriquer des accessoires soi-même, parce que par exemple, ce boîtier-là, c'est pas même s'il y a un beau Z dessus, c'est pas Nikon qui le commercialise. C'est beau, c'est bien fini, mais c'est de l'impression 3D. Et l'électronique qui est dedans, c'est de l'électronique conçue pour moi, spécifiquement. Et ce boîtier-là, en plus, il est adapté, on en parlera peut-être un peu après, aux caractéristiques spécifiques du Nikon Z9. C'est-à-dire que le Nikon Z9 a bouleversé plein de choses, et notamment ce boîtier-là, il est nouveau. J'appelle le Booster Z, moi, parce que ça apprécie le geste d'avoir mis un Z jaune sur la Mais l'impression 3D a un autre intérêt plus concret, c'est que, comme on le voyait sur la planche précédente, j'utilise des bancs optiques pour me fabriquer des barrières de déclenchement. Et l'impression 3D me permet de faire des barrières de formes différentes, adaptées à différentes situations concrètes de prise de vue, en ayant énormément de précision et en fabriquant des pièces qui sont plastiques extrêmement légères. C'est qu'une barrière, auparavant, moi j'utilisais souvent du bois pour avoir de la précision. Ouais. C'est très lourd. Et emmener ça sur le terrain, c'est compliqué. On peut le casser en plus, parce que c'est fragile. Une barrière avec un banc optique en plastique, ça va peser 200 grammes. C'est facile à reproduire. Si on l'abîme, on relance une impression. Une nuit après, voilà. La seule difficulté, c'est qu'il faut maîtriser un petit peu des outils de CAO pour les concevoir. Alors, on va parler de lumière maintenant. L'importance de la lumière dans ta pratique photographique, c'est que tes sujets sont très, très mobiles, très, très difficiles à figer. Et finalement, l'utilisation du flash, bien évidemment d'un point de vue d'apport de lumière, tu l'utilises aussi pour figer le mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce paradoxe? Alors oui, il y a une contrainte technique qui m'a fait passer beaucoup de temps quand j'étais jeune pour essayer de tenter de la maîtriser, qui est que pour figer un insecte en vol, un papillon en vol, et avoir par exemple les ailes d'un papillon complètement figées, il faut au minimum avoir un temps de pause de l'ordre d'un 15 millième ou un 20 millième de seconde. Il n'y a aucun obturateur mécanique qui permet de faire ça. Et donc la solution qui est une contrainte, c'est d'éclairer les images avec des flashs électroniques, et ça devient la durée de l'éclair qui va ficher le mouvement. C'est-à-dire que ton temps de pause en fait, va être plus long qu'un 15 millième. C'est la synchroflash finalement, du son 50e de seconde par exemple. Mais par contre l'éclair, lui, il va figer l'ensemble de la scène et donc le papillon. En réglant les flashs en manuel, je ne me parle même pas du TTL, on arrive à avoir des durées d'éclair extrêmement courtes. Alors on va voir quelques images justement d'illustration de ce que tu arrives à faire avec ce système. Voilà, donc ce sont toutes des photographies ici qui sont éclairées complètement au flash électronique. Donc là c'est un petit azuré qui est en train de faire un virage sur l'aile en fait, et il est en train de tourner, il va venir vers le on a l'impression effectivement que la tête n'est pas dans le plan de... Oui, tout à fait, oui. Et en fait il est en train de prendre un virage, et la difficulté sur ces images-là, donc c'est pour ça qu'on utilise
des barrières lumineuses, c'est que c'est déclenché au moment où le papillon entre dans le plan net F095, qui est quand même assez étroit, hein. C'est 1 ou 2 mm. Ça veut dire que tu as un moment en fait, de paramétrage qui est extrêmement précis où ta mise au point, tu dois la caler par rapport au centre de la barrière. En tout Voilà, cas, l'endroit où... oui. D'accord. Quand j'utilisais que le 772, j'étais contraint à faire une seule photo au bon moment. Et il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Ouais. Avec le Z9, on a une autre possibilité, c'est en le réglant bien, en utilisant les bons accessoires, on peut faire des rafales de flash. On peut travailler en fait, avec le Z9 à 20 images par seconde avec le tube flash. Et ça permet d'enlever un petit peu, ou de laisser plutôt le hasard jouer en déclenchant plusieurs images de suite. Tu laisses une part de hasard dans tes photos? Et de plus en plus. Il y en a toujours eu. Toutes les images qu'on voit là, il n'y a pas de lumière naturelle du tout. Ce qui est difficile, c'est de reproduire la lumière naturelle avec des flashs. Donc j'utilise souvent 3, 4, 5 flashs quand même, hein, pour éclairer l'arrière-plan, pour composer la lumière. Pour structurer en fait toute ta scène. Oui, oui. Mais c'est le même travail qu'un photographe de mode ferait avec plusieurs flashs pour bien éclairer son modèle, hein. C'est la maîtrise de la lumière. Donc là aussi, donc ça c'est un feeling, un mélange de lumière naturelle sur l'arrière-plan et de flash. Là. Et là, les ailes sont un peu floues parce que pour pouvoir faire le fill-in, j'étais encore avec cette photo qui est ancienne, elle date de l'année dernière. Le Z9 n'existait pas. Ouais. Il est récent quand même, hein. Et donc j'avais travaillé avec le Z7 II et comme je travaillais en fill-in sur cette image-là, j'étais au 1 8 millième de seconde, je ne pouvais pas aller plus haut. Et si vous regardez bien, les ailes du papillon sont floues. Et j'ai eu une chance vraiment importante parce que c'est très difficile de faire une photo intéressante quand les ailes sont floues, parce que 9 fois sur 10, tout le papillon est flou, donc la photo est sans intérêt. Et là, j'ai eu la chance que le corps et la tête du papillon soient à la fois dans le plan net, et un mouvement qui fait que le corps du papillon se déplace pas trop vite et il est net. Alors que les ailes sont floues. Tu as quand même un gros travail ici de composition où on ne sait plus trop de la feuille ou du papillon qui est qui en fait. Oui. Oui, puis alors j'aime faire ça aussi. Mais c'est un des intérêts de travailler en plan large. Et les Noct aident à faire ça, c'est que je travaille beaucoup sur la composition de mes images, et là on ne sait plus trop si le papillon c'est une feuille, s'il y a un autre papillon à la place de la feuille. Donc j'essaye aussi comme ça d'avoir des compositions graphiques qui sont intéressantes, de ne pas simplement montrer un papillon en vol, mais de montrer quelque chose qui est beau, quoi, tout simplement. Écoute, j'ai cru comprendre que tu étais pas mal en relation avec des gens à Nikon Corp, que tu as eu un mail, je crois, de quelqu'un qui avait conçu le Noct. En fait, j'ai eu un mail du directeur du bureau d'études de Nikon, c'est M. Murakami, qui m'a écrit pour... La classe, quand même. Ouais, et il m'a félicité. Comment il a dit ça? Il a dit qu'il était content de montrer aux ingénieurs du bureau d'études des cas d'emploi des optiques, il parlait du Noct, hein, qui sont complètement à côté de ce que les ingénieurs avaient imaginé. Mais qui sont très réussis. J'imagine qu'il n'a pas... Donc là, on voit une série d'images. Donc ça, c'est un citron, cette photographie-là. C'est un papillon qui porte bien son nom commun parce qu'il est tout jaune, on le trouve au printemps, et qui a été photographié justement en faisant une rafale de 3 ou 4 photos, de manière à laisser, comme je disais juste avant, le hasard parler un peu plus. Donc avec le nouveau boîtier et avec la capacité du Z9 à piloter un flash à 20 éclairs par seconde. Donc on fait 20 photos par seconde éclairées au flash. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le fait que tu sois à 20 images par seconde, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en termes de précision sur le sujet, ou de graphisme, ou de... Sur le graphisme, ça ne change pas grand-chose, parce qu'à partir du moment où on travaille au flash, on a le loisir de composer de la lumière comme on veut. Ouais. Mais ça me laisse finalement plus de loisir d'être plus imprécis, je dirais, dans le travail avec la barrière lumineuse, parce que je vais faire plusieurs photos, et ça me permet, par exemple, d'avoir des scènes où le papillon n'est pas du tout dans une position que j'aurais anticipée, mais d'avoir quand même une photo réussie. Donc en fait, on laisse plus la part au hasard. Ça te laisse plus de choix d'images, du coup. Oui. Donc j'essaye autant que possible de travailler en RAW pour avoir la meilleure qualité d'image, autant que je peux. Et donc on travaille donc là, sur une image comme ça, on le sent peut-être pas trop, mais il y a beaucoup de choses qui sont en avant-plan là aussi finalement. Toute la partie droite de l'image est faite de végétaux qui sont entre le papillon et l'objectif. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de construire un graphisme assez subtil avec le Noct. Voilà. Donc là aussi, c'est vraiment un exemple. Ça, c'est une des dernières photos que j'ai faites, hein. Cette photo, je l'ai prise il y a 15 jours. Donc elle n'est pas sur les écrans, là, parce qu'elle est trop récente. Mais je
vous l'offre ce soir. Partage quand Je même. partage ce soir, C'est voilà. sympa. Voilà. Et en fait, on sent très bien que sur la partie gauche de l'image, il y a vraiment des feuilles qui sont très proches de l'objectif. Et le papillon, en fait, il passe entre les feuilles qui sont déjà jaunes et puis les feuilles qui sont sur la droite. Et il m'a offert une position qui donne l'impression que le papillon, c'est un peu une feuille en miniature. Il Il y a un renvoie très bien espèce le d'écho graphisme. en fait Oui. entre Ouais. la position des ailes et la position Voilà, des feuilles. ouais. Et là, il y a le bord d'attaque de l'aile droite qui est juste dans le plan net. Le bord d'attaque de l'aile et la tête qui est dans le plan net parce que de toute façon, on n'a qu'un millimètre de profondeur de champ. Donc, ça m'impose quand même de faire pas mal d'essais. C'est-à-dire que pour réaliser une photo comme ça, il faut imaginer que c'est 2 à 3 jours de travail, 500 déclenchements peut-être. Ouais. Et tu arrives à revenir sur le même lieu avec le même type de papillon. Oui, en fait, pour faire ça, en fait, il faut bien connaître le biotope et puis savoir à quel moment, quelles espèces de papillons on vole. Alors, c'est pas une science exacte parce que les papillons sont aussi sensibles à la météo. Ouais, Donc, on ne peut pas dire que ce sera toujours le même moment de l'année au même endroit tous les ans. Mais il faut passer beaucoup de temps sur le terrain et puis trouver des endroits où il y a beaucoup de spécimens de la même espèce. Et ça augmente le taux de réussite. Donc ça, c'est un petit papillon, un aurore. Ça s'appelle un aurore. Là, j'ai eu un coup de chance parce que là, on change complètement de technique. Là, merci au Z9, c'est une rafale à très haute cadence, sans barrière lumineuse, sans rien. C'est pris comme ça. Pris au vol. Voilà, ouais. Donc si vous achetez un Z9, tout le monde peut le faire. Il suffit d'appuyer au bon moment. Voilà. On prend les précommandes, hein, n'hésitez pas. Et vous voyez, donc là, ce qui est intéressant sur le gros plan, je vous ai mis un gros plan parce que là, le papillon, il est s'inscrit dans un virage et on voit que le papillon, il tourne ses ailes, mais il laisse la tête horizontale. Il y a des choses comme ça qu'on arrive à capter. Avec le papillon, on voit ses antennes qui restent bien horizontales. En fait, il prend le virage, mais il laisse la tête horizontale pendant qu'il tourne. Scientifiquement, tu as eu des contacts avec des scientifiques justement qui essayent d'explorer des facettes des habitudes des papillons, etc. Oui, j'ai régulièrement des échanges avec des scientifiques, notamment du Muséum national d'histoire naturelle. Okay. Et on a des échanges dans les deux sens, c'est qu'ils m'apprennent des choses sur le comportement des insectes, parce qu'ils sont beaucoup plus experts que moi dans l'entomologie. Mais moi, je leur montre des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc, les échanges sont très enrichissants, je trouve. Donc ça, c'est une diane, c'est un petit papillon qu'on trouve au début du printemps dans le sud de l'Ardèche. Là aussi, c'est très simple. C'est une rafale prise à 20 images par seconde au moment où le papillon a une chance de passer à peu près dans le plan net. À peu près. Voilà. Et alors, le Z9 permet aussi de reconstituer finalement la trajectoire d'un papillon en travaillant justement toujours avec des rafales. En fait, quand le papillon se déplace à peu près dans le sens du plan net et pas perpendiculairement au plan net, on arrive à avoir plusieurs images intéressantes. Donc je faisais très peu ça par le passé. Je me suis mis de temps en temps à assembler plusieurs images pour montrer comment le papillon prend ses trajectoires, comment les ailes bougent très rapidement. Finalement, ce sont des séquences prises soit à 20, soit à 30 images par seconde. D'accord. Ces séquences-là, et on arrive comme ça à assembler des images. Là, c'est pas un envol de plusieurs papillons, c'est vraiment le même. Voilà. Donc typiquement, cette image-là, elle bénéficie de deux qualités du Z9 qui n'existaient pas avant. D'une part, j'ai figé le mouvement en lumière naturelle. Cette photographie-là, elle est prise en lumière naturelle. Donc elle est prise à 1/32 millième de seconde, à f/0,95. Donc même à f/0,95, je suis quand même là peut-être à 500 ou 800 ISO. Donc travailler à 1/32 millième de seconde, ça apporte quelques contraintes d'exposition qui sont complètement résolues par la très grande ouverture du note. C'est une des qualités d'associer. Néanmoins, tu es obligé de monter en sensibilité dans oui, le temps, oui. Ouais. C'est-à-dire que les photographies prises en lumière naturelle à f/0,95 à 1/32 millième de seconde, elles sont prises en général entre 400 ISO et 1200 ISO, quelque chose comme ça. Donc on monte quand même un peu en sensibilité. Donc ce qui me pousse des fois, quand j'ai pas besoin de la vitesse maximum, à descendre à un 16 millième de seconde pour pas montrer trop en sensibilité. D'accord. Voilà. Et donc là, en termes d'éclairage, lumière naturelle. Lumière naturelle. Ouais. C'est ça qui a changé en fait pour toi avec l'arrivée du Z9, entre autres. Voilà, il y a deux choses qui rendent cette photographie possible. Il y a la possibilité de travailler au 1/32 millième de seconde et donc de faire tomber la barrière des obturateurs mécaniques dont on parlait tout à l'heure, qui était limitée à un 8 millième de seconde. Et donc de figer le sujet sans avoir besoin d'apporter la lumière flash. Il n'y a plus besoin de la lumière du flash pour figer le sujet.
Et l'autre qualité que le Z9 apporte ici, c'est que ça, c'est un envol. Le papillon était posé sur la fleur jaune qu'on voit juste en dessous. D'accord. Et j'ai pas assez de réflexes en fait pour réussir à prendre des envols. Donc le Z9 résout le problème pour moi, c'est-à-dire que à partir du firmware version 2, le Z9 intègre une fonction de prédéclenchement. Donc on peut paramétrer sur le Z9 une durée pendant laquelle l'appareil finalement va enregistrer des images avant qu'on appuie sur le déclencheur. Donc souvent, pour pas non plus encombrer trop mes cartes mémoire, je règle ces paramètres-là sur une demi-seconde. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le déclencheur, l'appareil photo va enregistrer les 15 photos, parce que je travaille souvent à 30 images par seconde, les 15 photos qui précèdent le moment où j'appuie sur le déclencheur. Et ces 15 images-là, elles suffisent en fait pour avoir cet envol? Voilà, en général. Ouais. Donc souvent, je ne laisse pas le doigt très longtemps sur le déclencheur, une demi-seconde, ce qui fait que j'aurai enregistré donc 30 photos au total, 15 photos avant que j'appuie sur le déclencheur, puis 15 photos pendant que j'appuie sur le déclencheur, et je suis sûr à 100% d'avoir l'envol. Là où je ne suis pas sûr, c'est d'avoir un envol qui soit dans le plan net. Parce qu'à F0.95, on n'est pas toujours... Mais le taux de réussite fait un bond en avant. C'est-à-dire que c'est impossible de faire une sortie dans la nature où il y a beaucoup de papillons et de ne pas ramener une image comme ça à coup sûr. Presque. Là, on a l'impression en fait qu'il est dans le plan net, qu'il sort du plan net et qu'il revient dans le plan net. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, au moment où il s'envole, il est dans le plan net. Il se rapproche un peu de l'objectif, donc il tourne sur la gauche, donc il se rapproche un peu de l'objectif, donc il sort du plan net. Et puis après, comme il refait un virage sur la droite, il rentre de nouveau dans le plan net. Alors ça, c'est le hasard, par contre. Je parle beaucoup aux papillons, mais il me prend pas beaucoup. On termine sur cette image. Voilà, donc ça, c'est un envol d'un souci. C'est une image encore plus récente. Elle a été faite fin octobre, celle-là. Donc, peut-être une des toutes dernières photos que j'ai prises avant de venir ici. C'est sympa de nous la partager. Et ce qu'on voit sur cette image-là, si vous êtes attentif, regardez ce qu'il y a juste à l'avant de la tête du papillon. On voit la trompe du papillon, parce que comme il vient juste de s'envoler de la fleur, il n'a pas encore enroulé sa trompe. Voilà. Alors, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas parce qu'on utilise la lumière naturelle que toutes les lumières sont bonnes ou qu'il ne faut plus s'occuper de l'éclairage. Si vous regardez bien cette photo-là, le papillon est éclairé en contre-jour. C'est ce qui permet de voir les écailles qu'il y a sur les ailes. La lumière reste de première importance pour faire des belles photos. Et sinon, je me rends compte aujourd'hui, avec l'utilisation intensive du couple Z9 plus Noct, c'est que j'abandonne pas le flash pour autant. Parce que le flash, ça me permet quand même de maîtriser la lumière mieux que la lumière naturelle. Et même si aujourd'hui je fais presque la moitié de mes photos en lumière naturelle, je choisis quand même mes moments. Parce que typiquement, faire une photo comme ça en contre-jour, c'est pas le hasard. Hein. J'ai cherché le contre-jour. Mais le flash permet quand même de composer des lumières qui sont difficiles à avoir dans la nature et difficiles à avoir de façon constante. Parce que comme on multiplie les difficultés, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les déclenchements pour essayer d'avoir un papillon net, la lumière naturelle change très vite. En 2 heures de temps, le soleil a bougé. Le flash, ça permet de s'affranchir un peu de ça, puis aussi de jouer avec la lumière pour, quand on a compris comment le graphisme du Noct fonctionne, d'en tirer vraiment profit à 100%. Oui, du coup, de jouer avec les lumières pour faire ressortir ces effets que tu nous as montrés tout à l'heure. Voilà, donc je n'abandonne pas le flash pour autant, mais je l'utilise pour une raison complètement différente de ce que je faisais il y a encore 1 an ou 2. Ouais. Avant, j'étais contraint de l'utiliser, c'était une obligation, un passage obligé pour faire des photos nettes, pour accéder à un 30 mm de seconde, à un 40 mm de seconde. Aujourd'hui, le flash, ce n'est plus qu'un outil créatif. Donc, et ça, c'est avant tout dû au Nikon Z9, qui est une vraie révolution. Mais je ne suis pas payé par Nikon pour le dire, mais c'est une réalité, une vraie révolution. Depuis on l'a bien compris dans tes images. Mais le couple Z9 et Noct fait encore tomber des barrières parce que accrocher un 32 mm de seconde, si on utilise des optiques un peu plus traditionnelles, ça veut dire qu'on travaille à 3200 ISO, 6400 ISO. Et même si les boîtiers sont excellents en haute sensibilité, on n'a quand même pas la même qualité d'image qu'à 400 ISO. Et le Noct permet de résoudre aussi ce problème-là. On fait des photos à un 32 mm de seconde, à f0.95, ça paraît des données absolument folles, mais c'est possible. Merci beaucoup, Ghislain. Merci à tous. On rend l'antenne et on vous dit à très bientôt, Nikon Plaza, et sur les différents canaux de Ghislain. Merci, à bientôt. Et merci à tous.